Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Alors, on en est là, oui, on en est là, Céline, avec le livre de Christophe Barbier. Et oui, effectivement, cette élection présidentielle doit-elle être celle du retour du héros? On va en parler avec Christophe Barbier qui publie donc un livre passionnant chez Fayard qui s'intitule À la recherche du héros perdu. Bonjour à vous et merci d'être notre bonjour invité. Bonjour à tous. Jusqu'à 14h donc sur Sud Radio. Alors dans ce livre, vous montrez à quel point les combats électoraux d'aujourd'hui sont liés à une grande querelle littéraire d'hier qui s'est déroulée donc il y a 350 ans. Ce duel, c'était celui entre Racine et Corneille. Quelle est l'histoire de cette bataille qui n'est pas seulement littéraire ? Ce n'est pas seulement une bataille littéraire, elle est aussi politique, elle est religieuse, spirituelle. Elle prend sa source, sa racine, si j'ose dire, dans cette année 1670 où il y a une sorte de joute théâtrale entre ces deux hommes. L'aîné, Corneille, gloire multi-confirmée, et le cadet, Jean Racine, qu'on a déjà découvert avec des pièces comme Britannicus, c'est pas un inconnu, s'affrontent sur un même sujet. L'empereur Tite doit-il accepter de devenir empereur romain et renoncer à son amour pour Bérénice, puisqu'à Rome on n'a pas le droit d'épouser une reine et elle est reine de Judée, ou bien est-ce qu'il doit choisir l'amour et renoncer au laurier, à la couronne? Voilà. Et qui est à l'origine donc de ce... La mythologie Bérénice raconte qu'Henriette d'Angleterre, jeune belle-sœur du roi, a donné ce défi aux deux auteurs juste avant de mourir elle-même. Madame se meurt, madame est morte. C'est sans doute un mythe, mais il est assez beau pour qu'on le valide encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils étaient mis au courant de cette concurrence ou pas? On dit que non, mais il est dans la tradition du théâtre à ce moment-là que quand on sait qu'un auteur un peu connu travaille sur une pièce, ses rivaux essayent de le griller, de le court-circuiter. Il y a toute une série de contrefaçons qui surgissent pour profiter de la curiosité que crée un nouveau chef-d'œuvre d'une gloire connue pour vendre autre chose autour. Probablement, Corneille a été le premier sur le sujet et Racine s'est dit tiens, je vais montrer que je vais faire mieux, plus moderne, je vais avoir plus de succès et je vais remplacer Corneille. C'est ce qui arrive puisque la pièce de Corneille remporte un certain succès, mais celle de Racine remporte un triomphe. D'ailleurs, ces deux pièces ont le même titre, Bérénice, mais quand elles sont publiées quelques semaines plus tard, Racine garde son titre, Bérénice, et chez Corneille ça devient Tite et Bérénice. Il le publie d'ailleurs vite et il passe à autre chose. Il a compris qu'il a perdu et que désormais le haut du pavé sera tenu par Racine. Racine avec sa sentimentalité, son style, son rapport à la langue française et sa conception du héros qui n'est pas du tout la même que Corneille. Alors justement, c'est quoi la différence entre le héros cornélien et le héros racinien? Il y a de multiples différences. Si on veut faire simple, la première différence la plus visible, c'est que le héros cornélien est un héros extraverti. Il sort son épée et il combat l'ennemi sur les remparts du château. C'est évidemment Rodrigue dans le Cid. Mais c'est aussi des figures comme l'empereur Auguste, grand conquérant, capable d'être dans la clémence, etc., etc. Le héros racinien, il est introverti. Il se plonge dans son labyrinthe et le seul ennemi qu'il combat, c'est lui-même. Ce sont les hésitations de Tite, mais ce sont aussi les vrais faux scrupules de Néron et les hésitations de Britannicus. Ce sont aussi l'incapacité à agir de personnages comme Bajazet. C'est également bien entendu Phèdre, qui va avoir un amour qu'elle n'ose pas déclarer, puis qu'elle déclare, puis qui se retourne contre elle. Ça se passe à l'intérieur du personnage, le conflit, chez Racine. Ça se passe à l'extérieur du personnage. C'est l'introverti et l'extraverti. L'introverti et l'extraverti. Il y a d'autres différences. Par exemple, le rapport au temps n'est pas le même. Le temps chez Corneille, c'est linéaire. Il y a l'avant, le pendant et l'après. On a un défi, on le remplit et on est un héros. Chez Racine, le temps est circulaire. Le point de départ, c'est le point d'arrivée. Prenez par exemple Bérénice, dans sa préface, Racine nous dit il ne se passe rien. Et en effet, au début, Tite hésite à quitter Bérénice, et à la fin, Tite hésite à quitter Bérénice. Il s'est rien passé, sauf qu'on a passé du temps à cogiter, à pleurnicher, à se faire du mal, et c'est ça qui fait la tragédie. Le temps est circulaire. Et puis enfin, le rapport à la mort n'est pas le même. La mort est glorieuse chez Corneille, mais elle est impossible quand vous êtes héros. Horace a gagné, il a sauvé Rome, mais il a tué sa sœur, il doit mourir. Mais on ne peut pas le tuer, c'est le héros qui a sauvé la patrie. Donc il est condamné à vivre, la mort qui devait assurer son éternité ne lui est pas offerte, elle aurait été la gloire. Chez Racine, c'est pas du tout le cas. La mort est évidente, elle est inéluctable, elle va arriver et... On a beau se débattre, ça sert à rien. Mais enfin, on se débat quand même dans le labyrinthe. Et ça donne Andromaque, où Pyrrhus va à la mort, Oreste va à la folie, Hermione de même, et Andromaque, qui survit au milieu de tout cela, n'est pas tellement au meilleur état. Il y a une sorte d'épuisement par la mort chez Racine, il y a de la transcendance par la mort chez Corneille. Oui. L'opposition entre Corneille et Racine se poursuit aussi dans le domaine de l'amour ? Oui, dans le domaine de l'amour, la femme chez Corneille est une conquête. C'est un territoire de plus à conquérir. C'est la récompense.
Le Cid a sauvé la patrie, guerrier. on lui donne Chimène. C'est le repos du guerrier. Et puis, c'est aussi la certitude que le héros va continuer à se comporter en héros puisqu'il aura femme, enfant, famille, dynastie. Chez Racine, c'est pas du tout cela. La femme est une malédiction, la femme est une passion qui vous dévore, qui vous détruit. Vous ne pouvez rien faire contre elle et pourtant, vous luttez. Là encore, regardez comment Phèdre est le facteur déclenchant d'une tragédie familiale. Regardez comment le labyrinthe d'Andromaque est inextricable. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Comment vous en sortez? Vous vous en sortez pas. Il y a quand même des convergences entre ces héros. Oui, il y a des convergences. D'abord, il y a quand même l'idée du sublime, quelque part, le sublime de la tragédie intérieure, de la douleur, ou le sublime de la conquête. Et puis, il y a chez l'un comme chez l'autre la transcendance par la langue. Nous avons deux grands écrivains, deux grands poètes qui travaillent la même matière, l'alexandrin et la langue française, avec une richesse de vocabulaire beaucoup plus grande chez Corneille, beaucoup plus d'exotisme. Un premier Corneille d'ailleurs qui a écrit des comédies, des drames, La Veuve, Mélite, L'Illusion comique, La Place Royale, Le Menteur, Oui, tout alors le que premier Racine Corneille, n'écrit que des tragédies, sauf Les Plaideurs. Donc beaucoup plus de richesse et de foisonnement chez Corneille, mais beaucoup plus, disent ces turiféraires, de pureté cristalline dans la langue de Racine, qui avec moins de mots sait sculpter les émotions. Ouais. Alors le conflit Racine-Corneille se prolonge tout au long de la Ve République. De Gaulle a été un grand cornélien. Alors en revanche, Pompidou, avant d'arriver à cela, Céline, moi je voudrais savoir quel est le sentiment de Christophe Barbier. Vous racontez très très bien effectivement les différences et les approches entre Corneille et Racine. Mais dites-moi, ça n'a pas été une chute quand vous êtes arrivé au héros d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Très Bien franchement. sûr. Moins de grandeur, moins de sublime, moins de beauté. Ouais. Plus de complexité parce qu'il faut entrer en résonance avec un peuple qui est beaucoup plus protéiforme. C'est pas simple aujourd'hui d'être un héros. C'était sans doute plus simple, en tout cas plus binaire au XVIIe siècle. Et puis, nous sommes entrés dans une époque où l'homme occidental en général et le français en particulier aime bien se dénigrer, se mortifier, et donc ne veut pas avoir le culte du héros puisqu'il songe surtout à pleurnicher et à dire qu'il a tout raté. Donc nous sommes dans une période qui n'est pas très propice aux héros. Ça reviendra. Ça reviendra. Le XVIIIe siècle a été un siècle aussi très pleurnichard, très psychologique, avant qu'on arrive à la fin à la Révolution française et à l'Empire, qui sont des périodes cornéliennes de conquête formidables. Sauf que Christophe, ces notions, évidemment, on n'est plus dans le même monde, on n'est plus dans le même... Mais et ces notions d'honneur, de devoir, de fidélité au sens... on a l'impression que c'est des espèces de vagues résidus à arranger au magasin d'accessoires pour beaucoup de gens. C'est pour ça que on se dit, c'est pas facile, quoi, de... Voilà, c'est pas facile. Il faut que ces valeurs remontent sur le haut du pavé. Mais on a déjà connu dans notre époque de pareilles périodes, dans notre histoire, de pareilles périodes de dépression. Parce que ce syndrome-là, c'est un syndrome de dépression. À quoi bon se lever le matin pour aller conquérir des citadelles? C'est fatigant. Et nous en sortirons. Nous en sommes toujours sortis. Nous sommes sortis d'une monarchie de Juillet un peu émolliente qui a accouché de la biche. Nous en sommes sortis par la conquête et l'arrivée de Cyrano. On en parlait tout à l'heure entre nous. Donc, il ne faut pas désespérer de l'héroïsme en sommeil qu'il y a derrière l'âme française. Je pense qu'il est en sommeil, qu'il n'est pas mort. Alors espérons-le. Et alors Céline, vous parlez des héros qui n'ont pas été en sommeil, que ce soit De Gaulle ou autre. Effectivement. Alors De Gaulle a été un grand cornélien, Pompidou un vrai racinien. Oui, De Gaulle est un grand cornélien. Ton cher Corneille, disait Yvonne quand il citait l'auteur du Cid. On a retrouvé dans sa bibliothèque à la Boisserie des éditions des deux poètes, mais plus d'éditions de luxe de Corneille. Il était vraiment dans cette geste cornélienne. C'est même un archéo-cornélien. Parce que De Gaulle est d'évidence cornélien, l'exploit, le sauveur de la patrie, bien entendu, la tenue, la grandeur, l'honneur d'abord. Et il remonte même plus loin, parce que le connétable, c'est une figure presque médiévale. Mais reconnaissons que le Cid, c'est l'histoire médiévale aussi. C'est un Moyen-Âge, le Cid espagnol. Donc, vraiment, De Gaulle a les deux pieds dans la terre cornélienne. Pompidou, pas du tout. Pompidou écrit une anthologie de la poésie dans laquelle il y a plus de textes de Racine que de textes de Corneille, alors que Racine écrit une douzaine de pièces et Corneille plus de 40. Il cite même des textes de Racine qui sont des textes religieux ou des poésies qu'on ne pratique plus beaucoup aujourd'hui. Et surtout pendant la guerre, alors que De Gaulle était cornélien, exilé à Londres, prêt à reconquérir la patrie à la force du glaive. La résistance. Que faisait Pompidou? Il était à Paris, il écrivait une préface pour Britannicus.
Donc il était totalement dans une sorte de psyché racinienne. Mais oui, peut-être sans les angoisses raciniennes quand même. sans les angoisses et sans cette fragilité, mais Ouais, tout de c'est ça. même, jusqu'au bout, Pompidou restera scrupuleux, soupirant. Son drame intime de sa maladie, c'est un épuisement très racinien. Il meurt pas au combat, foudroyé par une défaite électorale. C'est vrai. Il meurt victime d'une fatalité pathétique. Pompidou est profondément racinien. C'est quand même un signe que De Gaulle, grand cornélien, est quand même choisi comme dauphin, parce que même s'il y a eu du Brutus en Pompidou, il l'avait un peu adoubé, un racinien. De Gaulle avait compris qu'après une période cornélienne flamboyante mais fatigante, la France a toujours besoin d'une période racinienne, reposante mais émolliente. Et puis après, ça reprend. Et Et- vous avez non seulement raison, mais c'est intéressant parce que dans Les chaînes qu'on abat, le livre de Malraux, il dit, et c'est pour cela, sans parler de Racine et de Corneille, mais c'est pour ça que j'ai choisi Pompidou. Malraux lui demande, parce qu'il disait, maintenant, il Pour faut poser le pacifier pays. tout Voilà. ça. Eh oui. Et Mitterrand, il a voté Racine? Il a voté Racine. Mitterrand n'est pas un homme de théâtre, c'est un homme de roman. Quand Oui. on se plonge dans la littérature préférée de Mitterrand, on trouve des auteurs particulièrement psychologiques, voire féminins. Je pense à Chardonne, par exemple. Il va chercher ces émotions charentaises où on est quand même dans la tisane. Et ça, c'est très racinien. Il y a chez Mitterrand, regardons les révélations qu'on a sur sa double vie, sur sa sentimentalité, les lettres à Anne, cette dernière histoire d'amour avec une étudiante de 20 ans. Il y a quelque chose de profondément racinien. C'est pas spectaculaire. Il part pas à la conquête de grandes stars. Il n'affiche pas ses histoires d'amour. Non. Il est dans cette intimité où le bonheur est une quête toujours impossible. Il est profondément racinien. Et il l'est quand il nourrit ses ânes à Latché? Oui, il y a ce C'est ça rapport aussi il y a un rapport à la terre qui n'est pas un rapport de conquête, mais un rapport de passé. On regarde ce qui a été, on est dans une forme de nostalgie permanente, de sentiment du temps qui passe et qui finalement rend toute notre épopée humaine assez vaine. Ça, c'est très très Et racinien. d'ailleurs- Ça veut dire lucide aussi. Hein. Ouais. Le racinien n'est pas qu'un être faible, c'est aussi un être lucide sur la petitesse de la nature humaine. Et puis le rapport à la mort de Mitterrand, il en parlait tout le temps à Marie de Henzel et compagnie. Enfin, Bien sûr. c'est quelque chose qui le hantait complètement. Tout le temps. Tout le temps. Mais- et ça, mais- c'est quand même aussi racinien d'avoir cette pensée de la C'est mort en vrai. permanence. Mais Christophe, alors est-ce que ce ne serait Mithridate. pas, alors est-ce qu'il n'y a pas peut-être une dimension cornélienne quand on lui apprend Calvin qu'il a un cancer, qu'il en a pour 3 semaines, Adisteg lui dit ça, et il résiste 2 septennats. Bien sûr, c'est un exploit incroyable, C'est mais quand même dingue. c'est quand même un ennemi intérieur. Il se bat Oui, contre c'est lui-même, vrai. contre son corps. C'est ça, il ne ne- se bat pas contre les autres. Voilà, Ouais. il ne se bat pas contre les autres. L'ennemi n'est pas extérieur, l'ennemi est en moi. Son évolution idéologique aussi. Mitterrand, le socialiste, a dû tuer Mitterrand, l'homme qui venait quand même de la droite. Hein, C'est donc clair. voilà. Et donc c'est quand même profondément racinien. Et puis, regardez Mithridate, qui se prend un peu de poison tous les jours pour essayer de ne pas être empoisonné, qui finit quand même par s'empoisonner parce qu'il croit que les Romains ont gagné. On lui annonce que les Romains ont perdu, mais trop tard. Trop tard. Mithridate, c'est trop tard. Et où se passe Mithridate? Au sud de la mer Noire. Ça nous rappelle l'actualité. Hein. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et Chirac, alors, c'était un cornélien d'apparence, vous dites, et un racinien en revanche d'essence. Exactement. Ouais. Il est l'héritier du gaullisme, la famille gaulliste, l'enseigne gaulliste, donc il est obligé d'être cornélien. Par ailleurs, il a un corps de cornélien. Ce grand escogriffe, tellement à l'aise, physique, inépuisable, très bien. Mais quand on regarde, d'abord, c'est un pompidolien, idéologiquement, il a été c'est clair. le serviteur de Pompidou. Et puis, regardez sa vie intime. Le drame de sa fille, malade, ses histoires d'amour, et pour plusieurs d'entre elles, qui ont failli le faire renoncer à la politique. Et à chaque fois, Chirac, qui devait partir avec l'une de ses grandes amoureuses, qui était prêt à abandonner la politique, il hésite. Mais c'est Tite et Bérénice. Est-ce que je reste dans la politique pour conquérir le pouvoir, ou est-ce que je préfère l'amour? Et sans Marie-France Garot, il serait tombé du côté j'abandonne le pouvoir et je choisis l'amour. Mais d'ailleurs, il y a une scène, et on ne donnera aucun nom, mais il y a une scène que l'on connaît, enfin qu'un certain nombre connaît. C'est Marie-France Garot qui est allée voir une des personnes pour lesquelles Chirac allait quitter effectivement la politique. En tout cas, il voulait se marier avec elle. Et elle était allée voir cette personne et elle lui a dit, mais vous savez qu'un président divorcé, ça ne marche pas en France, c'était à l'époque. Et vous allez effectivement vous effacer, sinon il vous en cuira, vous et votre famille. Marie-France Garot, elle l'avait menacé, mais vraiment comme une pièce de Racine. Et en lui quoi. disant aussi, pensez à la France. Oui, Et pensez ça, à c'est France. cornélien. Marie-France Garot est cornélienne. Ouais. Quand elle va poser ce défi à cette personne. Cette personne, ouais. Alors vous dites que dans le parcours de Giscard d'Estaing, il n'y a rien de
théâtrale. En revanche, Nicolas Sarkozy, c'est un Corneille de cinéma qui s'agite. C'est Billy le Kid, écrivez-vous. Eh oui, exactement. Billy On passe le du Cid. Le Cid, pardon. Billy the Cid. Billy the Cid. Pourquoi ? Très Parce drôle, que dans cette mythologie d'évidence, Sarkozy est un homme de conquête. Il aime lancer des défis, prendre ses risques, s'exposer à l'ennemi. Il adore ça. Et d'ailleurs, il a plu aux Français pour cela aussi. Sauf qu'il y greffe une mythologie beaucoup plus contemporaine, parce que ce n'est pas un homme de culture classique. Et cette mythologie, c'est le western américain. C'est la réussite américaine. Alors évidemment, ça donne un côté qui est le côté bling-bling, une belle voiture, une montre de luxe, la réussite matérialiste que nous inculque l'Amérique depuis très longtemps, mais aussi ces sagas héroïques du cow-boy solitaire. Que fait-il en 2007 dans sa campagne ? Il va en Camargue et il pose sur un cheval. Photo qui a fait le tour de tous les journaux. Ça, c'est greffé le Cid, qui donne l'assaut contre les morts, sur la mythologie du cinéma américain et du western. Il est revenu à Corneille, peut-être sans le savoir, en pensant qu'il était John Wayne. Oui. Alors en revanche, Hollande ne relève ni de l'un ni de l'autre. Non, un peu comme Giscard d'Estaing n'est qu'un homme de chiffres et donc échappe à cela, François Hollande, par ses références culturelles, échappe aussi à cela. Sauf que François Hollande se rattache à une France de la biche, à la France aussi d'Henri Monnier et de Monsieur Prudhomme, cette France un peu rondouillarde et petite bourgeoise, qui a des côtés très bonhomme et très sympathique. Oui, bien sûr. C'est le président normal, mais qui montre aussi ses limites. Quand on est un président normal, on n'accomplit pas des exploits. On n'est pas De Gaulle, donc on ne peut pas avoir les deux. On n'est ni Racine ni Cornélien. Ni Racine ni Cornélien. Mais quand on regarde l'histoire littéraire, le théâtre labichien, le petit bestiaire labichien, c'est un sous-produit du théâtre racinien. C'est les mêmes hésitations, les mêmes atermoiements, les mêmes angoisses sur son petit moi, son petit nombril. Côté la un peu médaille qu'on veut bidochon, avoir. quand même. Un côté un peu bidochon, exactement. Ouais. La médaille qu'on veut avoir, le livret d'épargne, la cagnotte, comme dit Labiche, c'est le titre d'une de ses pièces. Mais pas au niveau aristocratique et guerrier, comme chez Racine, où il y a des empereurs, des chevaliers. Non, non. Au niveau petit bourgeois de la Ferté-sous-Jouarre, comme dans la cagnotte. Alors, c'est à la fois galvaudé, vraiment dégénérescent, et néanmoins, ça reste sympathique. Ouais. Et ça prolonge quelque part cette tradition. Ça la prolonge en la mettant au goût du jour, à l'époque de la biche, de cette petite bourgeoisie commerçante qui va triompher, qui fait aussi la richesse du pays, et à notre époque, eh bien, de cette classe moyenne qui s'est reconnue dans François Hollande à un moment donné. Oui. Alors en mai 2007, avec Emmanuel Macron, qui est revenu au pouvoir ? C'est Corneille ou Marat ? 2017, Alors, pardon. c'est d'abord Corneille, parce que Macron, c'est Rodrigue, c'est le Cid. Il est jeune, il est beau, la valeur n'attend pas le nombre des années, et il va vaincre tous ses ennemis, en surgissant seul de nulle part. Qu'est-ce que c'est Macron ? Nous partîmes 500, et par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant à l'Élysée. Il est parti tout seul, puis 2, puis 10, et puis à la fin, les marcheurs étaient très nombreux. Les marcheurs, c'est une épopée cornélienne. Mais cet homme qui a gagné comme ça, qui est-il en réalité, en profondeur ? Et là, on se dit, mais Emmanuel Macron n'est rien sans Brigitte. Et Brigitte Macron, le ricardage, leur relation très profonde, très sentimentale, qui échappe à l'ordre du pur désir classique pour être dans une relation beaucoup plus profonde, c'est Phèdre et Hippolyte. La prof qui tombe amoureuse de son élève ou l'inverse, c'est interdit, c'est choquant. Rappelez-vous l'affaire Gabriel Russier. On n'a pas le droit. Comme Phèdre, on n'a pas le droit de tomber amoureux de son beau-fils. Mais nous vivons une époque où Phèdre peut vivre heureuse avec Hippolyte. Tandis qu'à l'époque de Thésée, à l'époque de Racine, non. Ça doit forcément se terminer en tragédie. Chez nous, ça se termine en happy D'ailleurs, end. Gabriel Russier, c'est pas si ça se termine déjà en tragédie. Et c'était il y a encore, 50 ans. 50 et donc ans. voilà, c'est plus Ouais, récent. c'est ça. Et qui en parle le mieux de l'affaire Gabriel Russier ? Pompidou. Quand on Absolument. l'interroge, il cite Éluard, le racinien Pompidou, qui vient commenter cette Phèdre et Hippolyte Cette contemporaine. Mais le fait qu'il y ait du mélange partout, Sarkozy, Macron, montre qu'on vit une époque où, comme la France est à la fois racinienne et cornélienne, les chefs politiques, ils s'adressent aux deux France. Donc ils font l'effort de cultiver en eux les deux côtés. D'où ces héros hybrides qu'on a en ce moment, qui ne sont donc plus des héros accomplis. Eh oui. En tout cas, à l'évidence, le destin du Cid semble bien trop petit pour Emmanuel Macron. Oui, tiens, c'est le Cid qui resterait au pouvoir. Parce que le Cid, il fait ça pour son roi. Emmanuel Macron, il fait ça pour devenir roi. Et le rester. Juste un mot avec Emmanuel Macron, c'est vrai, mais vous dites de nulle part, et sans aller jusqu'au détail. En fait, où ça se rapporte, par exemple, parce qu'il n'est pas sorti de nulle part, il est sorti du système, de la banque, etc., etc. Il avait beaucoup de gens puissants qui l'appuyaient. C'est très bien, hein, c'est pas un jugement. Simplement, et c'est encore plus intéressant, ce qui fait que ce quelqu'un que personne ne connaissait, mais qu'on a placé sur orbite, que ce soit Commission Attali, etc., etc. Est-ce qu'il n'était pas déjà entouré de chevaux légers et d'une garde puissante et rapprochée qui lui a permis de foncer, ou c'est, à votre avis, plutôt ses qualités cornéliennes qui l'ont permis de
vraiment de prendre la tête, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Le vrai Cid, Rodrigue, n'est pas tout seul non plus. D'abord, il est missionné par le roi pour accomplir cet exploit. Il est soutenu par toute une série de grands qui voient bien que si les morts débarquent, qui envahissent le pays, ça en sera fini pour eux. Donc on a déjà le produit du système. Mais le système comprend qu'avec un héros classique, l'un d'entre eux, ça va rater. Il leur faut trouver quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il leur faut trouver une pièce rapportée inédite qui va surprendre l'ennemi, puisqu'ils ne s'attendront pas à son surgissement. C'est vrai du Cid, qui n'était pas programmé pour ça. Le facteur déclencheur, c'est l'assassinat de son beau-père, pour venger l'honneur de son père. Et c'est vrai aussi de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron assassine aussi son beau-père en politique, qui s'appelle François Hollande, quand même. Bien sûr. C'est presque deep, là. Oui. Et oui. Alors qui les Français porteront à l'Élysée au printemps prochain, Corneille ou Racine? Lequel de ces deux héros ferait le meilleur président de la République? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio avec Christophe Barbier. Du 7 mai 2017, plusieurs milliers de personnes réunies sur l'esplanade du Louvre pour fêter la victoire d'Emmanuel Macron, avec sa marche longue, solitaire, contournant lentement la pyramide du Louvre, préparée, je le rappelle, que au milieu et au sein de cette pyramide, il y a un message d'amour adressé par Mitterrand à Anne Pinjot, puisque c'est elle qui a supervisé la fameuse pyramide de Pygmée. Céline, c'est vrai que ça va être crucial cette élection. Et oui, effectivement, et on va en parler avec Christophe Barbier, donc qui publie un livre intitulé « À la recherche du héros perdu » aux éditions Fayard. Alors Christophe Barbier, selon vous, la seule certitude que nous avons pour l'instant, c'est qu'en avril prochain, eh bien, quel que soit le nom inscrit sur notre bulletin, nous voterons en fait Corneille ou Racine. En quoi ces deux héros ont-ils leur place dans cette présidentielle? Nous devons faire un choix drastique. Est-ce que nous voulons quelqu'un qui s'occupe de nous ou quelqu'un qui s'occupe de la France ? Est-ce que nous voulons quelqu'un qui permette à la France de relever les défis extérieurs, de contrer les menaces extérieures, ou quelqu'un qui nous permette de nous allonger un peu sur le divan et de panser nos plaies? C'est ça le choix. D'ailleurs, régulièrement, les Français hésitent entre les deux et font l'un puis l'autre. Le contexte actuel change un peu la donne. Les ennemis, pour l'instant, sont extérieurs. Ça a été un virus pendant 2 ans, et puis là, c'est un Poutine qui attaque l'Ukraine et qui est aux portes de l'Europe. Donc, nous aurons sans doute une lecture plus près de Corneille que de Racine. Oui, en ce moment. Mais en ce moment, oui. En ce moment, vu l'actualité. Mais le penchant français profond de cette période, remontons sur les 30 dernières années, c'est une fatigue profonde du peuple, c'est un énervement profond du peuple, et c'est donc la recherche plutôt d'une paix civile, ou plutôt éviter une guerre civile. Les Gilets jaunes ont été un moment où les Français se sont fait la guerre à eux-mêmes, ils n'ont pas eu besoin d'ennemis extérieurs. Donc Racine n'a pas dit son dernier mot, si j'ose dire. Oui. Alors les candidats à la présidentielle ont-ils l'étoffe d'un Corneille ou d'un Racine? Non, parce que notre époque n'est plus de la même dimension. Donc nous sommes à bas bruit, nous avons dégringolé plusieurs degrés de l'échelle. La faute aux candidats, peut-être. La faute au peuple aussi. Et puis, à une nouvelle forme de démocratie où par les réseaux sociaux, la multiplication des canaux d'information, toute l'échelle de hiérarchie s'est écrasée. La parole d'un Français d'en bas vaut la parole d'un prix Nobel. On peut s'exprimer de la même manière. L'échelle des valeurs est brouillée. Donc, on ne peut pas demander... Tout se vaut. On ne peut pas demander aux conquérants, aux candidats, de se mettre trop au-dessus de la mêlée. On les perdrait de vue, le peuple n'en voudrait pas. Ils sont un peu obligés de se mettre à l'unisson d'un pays, d'une démocratie, d'un peuple qui, pour l'instant, est quand même sur un bémol de son histoire. Oui. Alors concernant Éric Zemmour, vous dites effectivement pour entrer en politique, eh bien, il a choisi un certain travestissement. Expliquez-nous. Pour quelle raison? Éric Zemmour était un intellectuel, il était dans la posture de Cassandre, j'annonce des catastrophes, vous ne me croyez pas, vous verrez que j'ai raison. Et puis à un moment donné, il se décide de passer à l'acte. Et Cassandre décide d'être le Cid. C'est vraiment caricatural presque, puisqu'il baptise son mouvement Reconquête, Reconquista, comme les Espagnols chassant les morts. Il fonde une bonne partie de son discours sur le danger identitaire et la nécessité d'en finir avec l'immigration, etc., avec l'islam. Donc il est dans un copier-coller, si j'ose dire, de la mythologie du Cid. Sauver la patrie. Très cornélien. Très cornélien. Totalement, très cornélien. Absolument. Mais quel Corneille? Est-il Rodrigue? Bon, il essaye de l'être. Il n'en a pas tout à fait le physique, il le reconnaîtrait lui-même. Et puis, il n'est pas non plus sur le terrain du simple exploit physique, puisque c'est un intellectuel. Il n'est pas Chirac, par exemple, c'est pas la même geste. Il transforme tout en concept, en théorie, en démonstration intellectuelle. C'est ce qui fait aussi son succès, sa popularité. Bien, ouais. Donc creusons un petit peu, cherchons d'autres guerriers cornéliens qui peuvent être dans la conquête ou la reconquête, mais qui ne seraient pas le Cid. Et moi, j'ai trouvé les Curiaces. Les Curiaces, que font-ils? Ils essayent, face aux Horaces, de diviser et de résister.
Lui se pense en Horace, c'est-à-dire qu'il va abattre ses ennemis les uns après les autres. Horace fuit, les curiaces le poursuivent, mais il les prend un par un, il les tue tous les 3. Éric Zemmour veut d'abord défaire Marine Le Pen, puis défaire Valérie Pécresse pour accéder au second tour et défaire enfin Emmanuel Macron. C'est un schéma d'Horace contre Curiace. Mais peut-être est-il en fait un Curiace. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron va gagner à la fin, et il aura simplement détruit un premier Curiace, donc deuxième tour, bon très bien, qui aura lui-même avant été détruit un autre, et le boulot aura été fait par tranche. Emmanuel Macron s'est bien appliqué à casser la gauche, à casser la droite et à battre les extrêmes. Donc on est dans un match où on ne sait pas encore, quelle figure il aura. Mais tout dépendra du 10 avril. Au second tour ou pas au second tour, Éric Zemmour? Mais alors, juste un mot, je ne sais pas si on peut appliquer jusqu'aux législatives. Vous savez que Prévert appelait ça le combat des voraces contre les coriaces. Mais bien sûr, et ça a donné des parodies à succès. Absolument. Mais est-ce que par exemple, alors je ne sais pas, vous n'avez pas poussé Christophe Barbier, on ne vous en voudra pas du tout, est-ce que justement, par exemple, et là c'est aux journalistes politiques que vous êtes, est-ce que par exemple on ne peut pas imaginer, non pas prévoir, qu'il peut y avoir aux législatives pour une fois un Parlement qui n'est pas à l'image du président, comme ça a été depuis 15 ans. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne peut pas y avoir effectivement, par exemple un Macron qui est réélu, mais un Parlement qui n'est pas du tout à... C'est tout à fait possible, c'est même probable, c'est peut-être souhaitable. En ce moment, Emmanuel Macron, ça ressemble à Mitterrand 88. Il domine quand même dans les sondages, ça bouge pas, il est jamais battu dans les sondages. Et peut-être qu'à cause des événements, ça sera pas une réélection, mais une reconduction. Un peu comme Mitterrand 88, il n'y a pas eu vraiment de suspense. Mais après, Mitterrand a perdu l'autorité sur son camp parce que c'était un peu fini pour lui. Macron, c'est pareil. Il ne pourra pas se représenter, donc on lui obéira moins du côté d'En Marche. Et Mitterrand s'est retrouvé avec une majorité introuvable. Puisque Rocard, à chaque fois, devait faire alliance avec les centristes, alliance avec les communistes ou utiliser le 49-3. Il se peut très bien qu'Emmanuel Macron se retrouve dans la même situation. Avec une majorité En Marche qui ne sera pas une majorité absolue, ou bien plus pervers, une majorité absolue En Marche, à l'intérieur de laquelle le vrai patron, ça sera Édouard Philippe. Parce qu'il aura des partisans et des anciens LR venus à lui dans son mouvement Horizon, et il dira à Macron, tu es peut-être le président de la République, mais je suis le chef de la majorité. Une semi-cohabitation. Mais peut-être que c'est souhaitable. Aussi, ce sera, oui, peut-être. Parce que Macron fera de la politique internationale, il y aura du boulot, travaillera pour l'histoire, et on retrouvera une 5e République où le Premier ministre ou le chef de la majorité, quel qu'il soit, les députés. Ce qui ne serait pas mauvais, même si cette majorité est plus à droite que ça ou plus à gauche. Ça peut être plus équilibré comme institution. Mais là, par exemple, quand on est législative, il n'y a plus de Corneille et de Racine. C'est plus à ce niveau. Non, parce qu'on est dans un niveau de circonscription et d'arrondissement où là, on va reparler de la biche. On va reparler de la biche et de cette petitesse-là. Mais c'est comme ça aussi une population, un pays. Il faut parfois descendre à l'échelle microscopique. Il n'y a pas à en avoir honte. Voilà. Il n'y a pas que de la grandeur dans un pays. Il y a aussi la petitesse, la modestie, l'humilité. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien on aimerait bien qu'on trouve de la grandeur aujourd'hui. Oui, on aimerait éventuellement avoir des Horaces d'arrondissement et des sites de circonscription. Mais bon, le monde n'est pas difficile. C'est plus difficile. Oui. En tout cas, revenons à Éric Zemmour. Effectivement, s'il décroche un siège de député, il pourra jouer quand même un rôle très important pendant tout le quinquennat et même brillant. Oui, j'ai peur que ça l'ennuie. J'ai peur que ça l'ennuie. Parce que s'il n'est pas en majorité, s'il est un des députés d'opposition, il goûtera la fonction tribunicienne de l'Assemblée, mais on s'en lasse vite. Est-ce qu'il ne se contentera pas plus d'être un chef de parti ? Voire de préparer l'échéance suivante, à mon avis pas pour lui, plutôt pour Marion Maréchal. Mais l'histoire nous le dira. Eh oui, en espérant que la nouvelle extrême droite ne se déchire pas. Juste un mot, Céline. Marion Maréchal, c'est cornélienne ou racinienne ? Marion Maréchal, comme beaucoup des politiques actuelles, c'est un peu les deux. Elle démarre sur le racinien parce que c'est une famille qui se déchire. Ah ouais. Les Atrides. Donc on est même au-delà dans la tragédie antique. Il faut tuer le père. C'est pas facile pour Marine Le Pen de tuer le père parce que c'est le sien, et c'est pas facile pour Marion Maréchal de tuer le père qui est sa tante. Donc, c'est très compliqué. Mais il y a aussi chez Marion Maréchal quelque chose de chimène. Et on voit bien comme elle est draguée par toute une droite qui se dit, elle fera peut-être l'union des droites nationales. Elle n'a pas le boulet rédhibitoire de l'héritage Le Pen, puisqu'elle a pris ses distances, Marion Maréchal. Elle n'est pas complètement dans l'aventure Zemmour, mais elle parraine cette aventure. Elle a une vraie popularité. C'était visible dans le Sud-Est quand elle était députée. Elle a quelque chose à elle de faire fructifier ce capital. Pour passer de chimène, simple figure amoureuse, à une figure du pouvoir, Agrippine quand elle aura 60 ans, peut-être avant Cléopâtre, c'est plus compliqué. Oui. Et Marine Le Pen, alors, elle s'apparente à quel personnage de la tragédie ? Marine Le Pen, victime de la même malédiction des Atrides, donc de cette tragédie grecque,
est obligé, est condamné, est enfermé dans le racinisme. C'est-à-dire, mon histoire intime, fille de, tante de, mes souffrances, je ne peux pas m'en échapper. Qu'a-t-elle fait il y a 15 jours, 3 semaines, quand elle a été trahie par Marion Maréchal? Elle est venue devant la foule en disant « j'ai souffert ». J'ai été victime de tas de choses. Elle s'est victimisée. Un peu évidemment par stratégie électorale. Dans l'enfance. Et ça, c'est racinien. Regardez ma vie, regardez mon intérieur, et vous verrez que vous pleurez et que la tragédie est là. Jamais un cornélien ne ferait ça. On ne se plaint pas. Never complain, never explain. Ça, c'est cornélien. Elle a donc joué la racinienne. Moi, dans les personnages de Racine, je l'ai identifié à un personnage vraiment maudit, qui est Éryphile. C'est dans Iphigénie. On doit sacrifier Iphigénie parce que pour que le vent souffle et que les bateaux grecs aillent attaquer Troie, il faut sacrifier une fille qui est d'un certain sang lié à Hélène. Et il n'y a qu'Iphigénie. Donc on va sacrifier Iphigénie. Et puis à la dernière minute, on découvre Éryphile, libérée de l'île de Lesbos, donc paradis des femmes, par Achille. Elle est amoureuse d'Achille, elle veut vivre avec Achille, mais on s'aperçoit qu'elle aussi, elle peut être sacrifiée. Et Éryphile sera sacrifiée. D'ailleurs, elle se tuera elle-même à la place d'Iphigénie. Il n'y a pas de destin plus maudit que celui d'Éryphile. Il est tellement maudit qu'on ne connaît même pas ce personnage. La pièce s'appelle quand même Iphigénie, alors qu'elle devrait s'appeler Éryphile. Mais selon vous, ça, c'est Marine Le Pen. Selon vous, c'est la fin de l'histoire pour Marine Le Pen? Ou on en approche? Si on va au bout des dynamiques et qu'elle n'est pas au second tour, alors c'est une vraie fin de l'histoire tragique. Avec le côté, je n'ai même pas été capable de ce dernier barreau d'honneur. Si elle est au second tour, quand même cabossée, abîmée par cette rivalité avec Éric Zemmour, on a du mal à l'imaginer battre Emmanuel Macron. Donc c'est aussi la fin de l'histoire, la fin de parcours. Avec certes le baroud d'honneur final, mais c'est quand même pour elle une tragédie. Non, vraiment, elle ne peut échapper à un destin tragique. Elle a encore la liberté d'en écrire les dernières lignes. Oui, et puis savoir juste, mais ça on revient à la politique, mais quand même, si Zemmour n'a pas la totalité, est-ce que les voix d'Éric Zemmour sont contre Marine Le Pen, et elle est en tête, en tout cas au premier tour? Oui, elle sera au second tour, c'est entendu. Ouais. Elle peut être en tête au premier tour, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont cultivé dans le soutien à Zemmour le rejet de Marine Le Pen. Elle n'a pas le niveau, c'est une battue, et donc les faire revenir à ce vote, même par défaut, ça ne sera pas simple. Donc elle aura quand même été blessée à mort par cette rivalité, quelle qu'en soit l'issue. Mais oui, c'est un destin tragique. Après, voilà, c'est ça aussi la politique. Ça lui a quand même rapporté 2 choses. Ça l'a recentré. Ça l'a donné une figure presque de modéré. Et puis, ça l'a humanisé. Les gens aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec Marine Le Pen, ont un peu de compassion pour elle et pour ce qui lui arrive. Alors ça ne sert à rien, évidemment, pour conquérir le pouvoir. Ça lui fait une belle jambe. Mais tout de même, elle restera dans l'histoire aussi comme ayant été une victime. Et ça, c'est pas donné à tous les extrémistes. Oui. En revanche, Valérie Pécresse, vous la comparez à Andromaque. Oui, c'est une Andromaque pour l'instant inaboutie. Oui, qui est Andromaque? Au sens étymologique du terme, Andromaque, c'est celle qui vainc les hommes. C'est Valérie Pécresse. Elle a vaincu Claude Barthelone, très viril. Elle a vaincu 4 hommes dans la primaire de droite, même si elle a été aidée par Douglas le chien. Et donc, elle vainc les hommes. Mais là, aujourd'hui, depuis, la vraie Andromaque, celle de la tragédie de Racine, elle est tellement maligne qu'elle arrive... Elle est machiavélique. Elle est machiavélique. Elle arrive à ne pas tromper Hector, puisqu'elle épouse Pyrrhus, mais Pyrrhus meurt avant que le mariage soit consommé, donc elle est fidèle à la mémoire d'Hector. Néanmoins, elle l'a épousé, donc elle hérite de la couronne de l'Épire, c'est-à-dire qu'elle devient reine du royaume qui a, avec les autres, vaincu Troie. Elle reconstitue Troie. D'autres versions de la tragédie la font d'ailleurs avoir un enfant avec un ancien guerrier de Troie, et Troie renaît de ses cendres. Voilà la gagnante totale. Défaite au début, elle est vraiment la vaincue otage, gagnante à la fin. Est-ce que Pécresse en est-elle capable? À l'heure où nous parlons, c'est pas du tout le chemin qu'elle prend. Non, mais en plus, alors justement, c'est Andromaque peut-être en première partie, mais on l'a vu dès qu'elle a été nommée, ça a quand même été le début, je ne dis pas de la fin, mais en tout cas de la chute quand même. À partir de ce moment-là, elle perd le contrôle de son destin, et ça, dans une tragédie, c'est pas bon signe. Et on l'a vu avec son grand meeting, et puis l'histoire des électeurs. Alors, quand même. Il lui reste une chance de se rattraper et d'accrocher le deuxième tour. C'est d'avoir des débats télé, donc des champs de bataille, où là, elle puisse montrer que, elle est plus compétente, qu'elle arrive à être plus agressive contre les autres et mériter sa place au second tour. C'est dans le combat qu'elle est bonne. Quand elle est seule et qu'elle doit séduire, conquérir des foules, elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas faire, c'est clair. Un mot sur la gauche. Vous dites que c'est Racine version magnifique. Ah, ben quand même, il y a un peu de la gauche. On ne parlait pas de la gauche depuis... Et oui, cet épuisement absolu, cette disparition, cette liquéfaction de la gauche, cette fin de règne, c'est typiquement racinien. Les héros raciniens, les tragédies raciniennes sont des tragédies de la perdition et de l'inéluctable perdition. Néanmoins,
c'est le début d'autre chose aussi. Donc on verra. Mais aujourd'hui, nous sommes face à des figures raciniennes, avec dedans des figures victimes. C'est la pauvre Anne Hidalgo qui est vraiment dans la posture d'Iphigénie, tellement Iphigénie qu'on sait qu'elle va mourir, qu'elle va disparaître à l'état 2, et on s'en fiche. Iphigénie, il n'y a pas de compassion pour Iphigénie. C'est une sacrifiée qui ne nous fait pas pleurer parce qu'elle est fade, elle est à côté de la plaque. Voilà. Et Anne Hidalgo, c'est pareil. Mais il y a aussi des figures raciniennes négatives à gauche, et notamment Taubira, qui est la traîtresse absolue. Taubira, c'est Eunon dans Phèdre. Elle a fait le choix de Jospin. Elle a fait le choix d'abord de tapis contre Rocard. C'est la malédiction de la gauche. Elle est allée contre Jospin. Elle est allée ensuite contre Hollande, elle l'a trahi en 2016. Elle n'a jamais rien gagné. C'est même pas à son profit. Si elle avait gagné, on dirait chapeau, c'est ça la politique, on trahit, on gagne. Non. Elle n'a fait que détruire les autres en se détruisant elle-même. C'est Eunon qui ment sur Phèdre, qui ment à Hippolyte, qui ment à Thésée. Elle détruit toute la famille et à la fin, elle se noie parce que elle est fichue. Songe et mensonge. Selon vous, Christophe Barbier, la gauche et la droite ne sont absolument pas à la hauteur de notre époque? En ce moment, non, c'est évident. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un nouveau concept est arrivé qui s'appelle le macronisme, ni gauche ni droite, le et en même temps, et on prend la place. Alors la gauche et la droite se sont dit en 2017, c'est une parenthèse, c'est un accident, à cause de l'affaire Fillon, à cause de Hollande. Très bien. Ça va revenir, le gauche-droite. Non, ça ne revient pas pour l'instant. Et donc, on a toujours ce cœur d'omelette qui est une majorité sur laquelle Macron s'appuie, et puis une gauche émiettée d'un côté et une droite dure en train de se reconstituer, mais qui est en guerre civile pour l'instant, puisqu'ils sont 2,5. Ils sont en fusion actuellement. Ils sont en fusion, mais c'est une fusion qui n'est pas encore aboutie. Très bien. Donc pour 2022, apparemment, ce schéma du corps central hybride, mais imposant, devrait l'emporter. Est-ce que la droite et la gauche peuvent revenir à l'ancienne, comme était le pilier gaulliste et le pilier socialiste? Non. Les Français en 2017 ont dit qu'ils n'en voulaient plus. Il faut réinventer la droite, peut-être sur un schéma de droite nationale, peut-être sur un schéma de droite libérale. Ça sera l'opposition Marion Maréchal, Ciotti, Zemmour, peut-être Wauquiez, et puis Édouard Philippe de l'autre. Et puis la gauche doit se reconstituer. Alors elle, c'était beaucoup plus compliqué, parce que la droite a encore des valeurs en phase avec notre temps. Sécurité, ordre, etc. La gauche, les valeurs de la gauche ne sont plus de notre temps. J'allais vous dire, alors pour revenir au Corneille Racine, juste un mot, est-ce que la gauche, quand même, ne joue pas un peu le traître, non pas de comédie, mais de tragédie? Ça veut dire que la gauche a abandonné le peuple depuis déjà presque un demi-siècle, et elle parle de gauche, mais enfin, moi j'ai été très frappé par une chose, mais peut-être on en parlera juste après la pause, mais je vous pose la question. J'ai été très frappé par le fait que quand Fabien Roussel parle d'aimer la viande, le fromage et le vin, d'un côté on dit « Ah, enfin un humain », et les autres disent « Non, espèce de raciste », etc. C'est la vraie division de la gauche qu'on voit là. Oui, elle est là, c'est ce qui l'amène à sa perte. Vous avez deux manières de gagner, de conquérir le pouvoir. C'est de vous adresser, c'est la méthode cornélienne, au peuple, comme une entité à laquelle vous allez proposer une saga, une ambition, c'est De Gaulle. Et puis de l'autre côté, vous avez la méthode où vous vous adressez à chaque individu en lui expliquant que vous allez améliorer sa vie, que vous le comprenez, que vous êtes dans l'empathie. Ça a été la méthode Mitterrand, de plein pied comme cela, avec ce côté changer la vie. C'est pas conquérir les autres planètes, c'est changer la vie. La gauche n'est ni l'une ni l'autre. Elle n'est pas crédible quand elle dit aux gens « je vais changer votre vie » et elle n'est pas crédible pour vendre au peuple. Elle se perd dans d'autres querelles, notamment tout ce qui est décolonialisme, wokisme, indigénisme, où elle est allée dire au peuple « ne soyez plus vous-même, ayez honte de votre histoire, changez-vous, le vrai peuple ce sont les minorités ». Erreur philosophique totale. Elle est en train d'en revenir de cette illusion-là, la gauche, très tardivement. Mais tardivement. Il lui reste à bâtir de nouvelles valeurs, une nouvelle philosophie politique et de trouver un héros. Christophe Barbier, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va donner la parole aux auditeurs de Sud Radio. Quelle figure s'imposera lors de l'élection présidentielle? Appelez tout de suite le 0826 300 300. On vous donne la parole dans un instant sur Sud Radio. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il faut accrocher la politique aux grandes œuvres et aux grands mythes. C'est ce qu'a fait Christophe Barbier dans son livre, Céline. Et effectivement, c'est assez décisif, ces 10 et 24 avril. Oui, très décisif, et justement on va en parler tout de suite avec les auditeurs de Sud Radio, notamment avec Diane qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Diane. Oui, bonjour Diane. Bonjour tout le monde. On vous écoute, Diane. Moi je vous dis franchement, je ne sais pas qui voter. Réellement, actuellement, quand on les regarde tous, on est vraiment indécis. Et vu les sondages, on dirait que c'est Macron qui va arriver en tête, mais j'espère que le sondage va se tromper, mais qu'il se fourvoie. Qu'est-ce que j'aimerais bien.
Parce que franchement, je me revois pas 5 ans avec lui. Non, pas du tout. Mais après, qui il y a derrière? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et quand on voit la gauche, qu'est-ce que je regrette Strauss-Kahn qu'il ait fait cette bêtise qu'il a eu fait quand il a été, parce qu'on n'aurait pas eu Macron, on aurait eu Strauss-Kahn s'il n'aurait pas fait cette bêtise, et on n'en serait pas là où on en est. S'il n'aurait pas eu fait cette bêtise, qu'on l'aurait pas piégé dans cette bêtise qu'il a faite, on n'aurait pas eu Macron, et on s'en serait, je crois, beaucoup mieux tiré. Mais après, maintenant, qui voter? Je vous dis franchement, Le Pen, Zemmour, moi j'ai voté Sarko quand il y était, mais je vous dis franchement, avoir truc, peut-être que je voterai pour eux. D'accord. Parce que j'en ai marre de les voir. D'accord, mais écoutez, c'est très bien dit. Juste un mot là, il n'est pas dans votre livre, Strauss-Kahn. Non, bien sûr. Mais est-ce que Strauss-Kahn, quand même, non, mais je veux dire, avec son histoire obsessionnelle, et bon, et c'est vrai, parce que c'était pas un complot, le New York. Parce qu'il y avait, Sarkozy avait le dossier du Carlton de Lille. Sans doute, oui. La droite avait préparé son missile pour le mois de novembre. Et ils ont explosé au mois de mars. Ouais. Mais est-ce que c'est un personnage, Strauss-Kahn, pour vous, racinien ou cornélien? S'il était resté dans la conquête féminine, certes donjuanesque, mais régulière, il serait cornélien. La conquête, c'est cornélien. Sauf qu'on a l'impression qu'avec lui, c'était quand même assez pathologique. Il était plutôt prisonnier de ses pulsions. Voilà. Donc là, il échappe à cela. Vous avez dans les tragédies classiques toujours la figure de l'envahisseur un peu barbare, qui n'a pas de limite, qui a une sorte d'hubris. À la fois, il y a la fascination pour l'animal, pour la bête, et en même temps, la peur et la répulsion. Donc il échappe à cette lecture. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas réussi à être président. Voilà. Probablement. André, on va donner la parole tout de suite à Cynthia qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Cynthia. Oui, bonjour Cynthia. Bonjour. 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 On vous écoute, Cynthia. En fait, alors ce que je voulais dire, parce que par rapport aux futures élections qui vont se passer, aujourd'hui, je pense qu'elles sont un petit peu faussées parce que, en fonction de ce qui se passe en Ukraine, il est évident que les gens vont massivement voter pour Emmanuel Macron, étant donné que c'est lui déjà le président qui règle la guerre. Donc, ils vont pas prendre le risque de prendre quelqu'un d'autre et déstabiliser peut-être déjà une paix en France qui était limite. Donc, je pense que de toute façon, c'est lui qui va repasser. Maintenant, on aurait pu avoir peut-être quelqu'un qui aurait pu aider à ce que cette guerre n'arrive pas, ou peut-être faire en sorte qu'il n'y ait pas d'aussi grosses tensions. Je vous parle en tant que famille franco-russe. Je pense que quelqu'un qui aurait été plus à l'écoute de Vladimir Poutine, quelqu'un qui aurait pu essayer de le raisonner, en tout cas de le ramener sur le chemin de la négociation, parce qu'aujourd'hui, quand je vois qu'on dit il va falloir commencer à discuter avec le président Poutine, il était peut-être temps de le faire avant. Oui, ça, je suis assez d'accord avec vous. De mettre sur la table des vraies négociations. Oui. Le problème, c'est que nous, on est un petit peu tiraillés entre tout le monde, parce que on a des amis en Ukraine, de la famille en Russie, en Biélorussie, un peu partout. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils nous disent venez nous sauver en Ukraine, et les autres nous disent mais ça fait 8 ans que nous on est au Donbass et que nos enfants vivent dans les caves. Alors, oui, c'est vrai qu'il y avait tout cela. Que faire? Voilà, vous vivez une situation de tragédie racinienne, ça. Juste un mot, mais ça, à titre personnel, moi je pense véritablement qu'au-delà de Macron, il y a l'Amérique, il y a tout ça. Je pense vraiment que si Trump avait été là, il aurait discuté avec Poutine de façon différente. Mais ça, on ne le saura jamais. En revanche, c'est vrai que voilà des familles, c'est vrai, divisées, Christophe, entre les appartenances. Identité déchirée, famille divisée, c'est un contexte très compliqué. Si on n'a pas su discuter à temps avec les bons termes avec Poutine, c'est aussi parce que depuis une dizaine d'années, il nous a manqué une Amérique vraiment présente. Trump, quand il était là, regardez la Chine, l'Europe, il s'en désengageait un petit peu, ça l'intéressait moins. Il n'a pas eu l'occasion de venir sur ce théâtre. Et puis l'Europe ne s'est pas constituée en force unie, diplomatique, militaire, pour offrir à Poutine un interlocuteur de poids. Donc c'est un coup avec les Allemands, un coup avec les Français, un coup avec les Polonais. Donc divisé pour régner. Unie, défense, etc. Et donc il se retrouve comme Horace face aux Curiaces. Les Curiaces divisés perdent toujours. Christophe Barbier, un mot sur la pièce que vous jouez actuellement à Paris, la pièce de théâtre Élysée. J'ai la chance de jouer tous les soirs François Mitterrand, à côté de Jacques Chirac, incarné par Adrien Melin. C'est au Petit Montparnasse. C'est au Petit Montparnasse. C'est rue de la Gaîté. Rue de la Gaîté, juste derrière le Grand. Et avec Emmanuel de Chartres, qui joue le rôle de son père. Philippe de Chartres, ministre de Gaulle, mais gaulliste de gauche, ami de Mitterrand depuis la Résistance. Et Philippe de Chartres organise entre les deux tours de 81 une rencontre secrète pour que Chirac, battu au premier tour, valide le soutien du parti gaulliste, officieux, à François Mitterrand.
Ils vont négocier ce soutien qui permettra de battre Valéry Giscard d'Estaing. C'est une forme de complot. Oui. Assumé, ça va fonctionner. Et il y a en plus un personnage féminin joué par Alexandre Hansidei qui montre aussi que les deux, Chirac et Mitterrand, sont en rivalité sur les conquêtes féminines. Et André comme moi, on pourrait en citer des femmes qui ont été aussi l'enjeu des deux rivaux, des deux Don Juan. Oui. Donc ça raconte cet épisode de la vie politique française. Et alors, on profite, et les spectateurs nous le disent, du contraste avec la campagne actuelle. Ouais, parce que Chirac-Mitterrand, quel personnage, quel héros, avec leur complexité, leur flamboyance, leur rouerie. Et puis quand même, ils étaient tous les deux désirables, enviables, admirables. Ce qui n'est pas trop le cas du casting actuel. Enfin, En tout le cas, Spadassin et le Florentin. Quoi. Exactement, c'est deux ça, manières différentes. Cornélienne en apparence avec Chirac, flamboyant, Spadassin, mais racinienne dans son psychisme profond, sa fragilité. Et pour Mitterrand, le racinien assumé. Tout est toujours plus compliqué qu'on ne le croit. Et dans le labyrinthe, vous êtes plus perdu que moi. En tout cas, Christophe Barbier, j'ai eu le plaisir de vous voir sur scène et vraiment, vous êtes bluffant. Merci. Chers auditeurs, si vous êtes de passage à Paris dans les prochains jours, allez voir donc Christophe Barbier au théâtre du Petit Montparnasse dans une pièce qui s'intitule donc Élysée, une pièce donc de Hervé Benteja. Je rappelle que votre livre donc À la recherche du héros perdu est paru chez Fayard. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaye, comment positiver son histoire d'amour. Réponse dans un instant avec le psychosociologue Christophe Médici.